Dans un monde en mutation, où les équilibres géopolitiques se redessinent au gré des intérêts économiques et militaires, un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, s'élève tel un phare dans la tempête. Leader du Burkina Faso, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, patriotes, incorruptibles, et résolument tournés vers une souveraineté pleine et entière pour leur peuple. À ses côtés, un pays au Moyen-Orient traverse aussi les tumultes de l'isolement et de l'injustice, l'Iran. L'histoire qui suit est celle d'une fraternité improbable mais puissante, née d'un idéal commun, celui de la dignité, de la justice et de la résistance. Dans les terres rouges du Faso, là où la poussière du vent sahélien se mêle au chant des anciens, un enfant est né, avec dans les yeux l'éclat d'une conviction rare. Cet enfant, c'est Ibrahim Traoré, fils de cultivateur modeste, élevé dans l'humilité, nourri par les valeurs ancestrales d'honneur, de solidarité et de bravoure. À l'école primaire de Bondocuit, ses maîtres ne tarissaient pas d'éloges sur sa discipline et son sens de la justice. Dès l'âge de 10 ans, il posait des questions d'adulte: pourquoi les champs de coton de son père nourrissaient-ils des usines en France, tandis que sa mère n'avait pas les moyens de soigner une simple fièvre? Au fil des années, cette conscience aiguë de l'injustice ne fit que croître. Brillant élève, il décrocha une bourse pour intégrer le lycée scientifique de Bobo-Dioulasso, où il découvrit la littérature révolutionnaire de Thomas Sankara, Che Guevara, mais aussi les discours d'imams et de penseurs iraniens comme l'ayatollah Khomeini ou Ali Shariati, qu'il lisait avec curiosité et respect. Ce qu'il comprenait, c'était que les peuples humiliés, qu'ils soient africains ou moyen-orientaux, avaient un point commun, leur quête de dignité. C'est tout naturellement qu'il se dirigea vers l'armée, non pour dominer, mais pour servir. Il intégra l'académie militaire de Kadiogo, où il se fit remarquer par son intelligence stratégique et son engagement profond envers le peuple. On disait de lui qu'il connaissait le nom de tous les cuisiniers et gardiens du camp, qu'il mangeait avec les recrues, qu'il partageait ses rations avec les plus jeunes. Mais les réalités du pays le heurtaient de plus en plus. Il voyait les convois de l'armée étrangère circuler librement sur le sol burkinabé, alors que les villages tombaient sous les coups des groupes armés. Il constatait que les aides internationales n'atteignaient jamais les hôpitaux ruraux, mais finançaient des rapports, des consultants, des réunions en hôtels climatisés. Il comprenait que le vrai combat ne se ferait pas dans des bureaux, mais sur le terrain, aux côtés des plus oubliés. L'année 2022 fut le point de bascule. Alors que l'insécurité explosait et que les militaires au pouvoir semblaient paralysés ou complices, une mutinerie éclata. Mais ce ne fut pas un putsch classique. Ce fut un réveil populaire en uniforme. À leur tête, Ibrahim Traoré, capitaine alors inconnu du grand public, mais héros silencieux des soldats de première ligne. Il n'y eut ni bain de sang ni chasse aux sorcières. Dans un discours sobre mais puissant, le jeune capitaine annonça: le pouvoir revient au peuple. Ce n'est ni un coup d'État, ni une revanche. C'est une reconquête. Celle de notre souveraineté, de notre dignité, et de notre futur. Dès les premières semaines, les signaux furent clairs: expulsion des bases militaires inutiles, gel des contrats miniers illégaux, renforcement de la production locale, et surtout, une transparence inédite. Il ouvrit des plateformes numériques où chaque citoyen pouvait signaler des abus, des détournements, ou proposer des idées. Le peuple sentait qu'il n'était plus spectateur, mais acteur. C'est dans ce contexte que le capitaine découvrit un modèle de résilience qui lui parlait profondément: l'Iran. Depuis sa jeunesse, Ibrahim s'était toujours interrogé sur le paradoxe iranien, un pays soumis à des sanctions drastiques depuis des décennies, isolé, diabolisé, mais pourtant toujours debout. Comment une nation privée de commerce libre, de soutien international, et constamment menacée, pouvait-elle produire des drones, développer une médecine de pointe, envoyer des satellites, et surtout, rester fidèle à ses principes idéologiques? Il se plongea dans les écrits de l'ayatollah Khamenei sur la résistance économique, dans les ouvrages de sociologie politique iranienne, et dans les discours enflammés de Qassem Soleimani, qu'il considérait comme un modèle de soldat penseur. À ses proches collaborateurs, il confia un jour: l'Iran a su faire de l'adversité un levier de progrès. Ils ont compris qu'on ne se développe pas en imitant ceux qui vous méprisent, mais en devenant une version plus forte de soi-même. C'est ce que nous devons apprendre. Mais ce n'était pas une admiration aveugle. Traoré n'était pas un idéologue. Ce qu'il admirait, c'était la constance, le patriotisme, la capacité à mobiliser les forces internes d'un peuple contre le chaos imposé de l'extérieur. Et c'est ainsi que naquit en lui une idée audacieuse: créer un pont entre le Sahel et l'Iran. Une alliance non pas géopolitique, mais éthique. Une communion de peuples résilients qui refusent de baisser la tête. À Ouagadougou, dans un bureau austère sans luxe,
Traoré convoqua ses ministres. Il leur parla d'autosuffisance, de transfert de technologie, de coopération directe avec des pays écartés du système dominant. Le Mali, le Niger et la Guinée se montrèrent rapidement intéressés. Mais l'Iran, lui, proposa plus que de simples échanges commerciaux. Une délégation iranienne fut invitée discrètement au Burkina Faso. Des ingénieurs agricoles, des experts en nanotechnologie, des médecins et des philosophes islamiques participèrent à un séminaire privé sur la résistance productive. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. À Fadan Gourma, un projet pilote permit à un village entier de devenir autonome en énergie grâce à des panneaux solaires conçus à Ispahan. À Waïgouya, une clinique traita des maladies chroniques par phytothérapie et acupuncture iranienne, avec des résultats impressionnants. Mais au-delà des résultats techniques, c'était une nouvelle vision du monde qui s'imposait. Celle d'un Sud global affranchi, fraternel, solidaire. Traoré l'appelait dans ses discours, le réveil des peuples s'enchaîne. Le soleil d'octobre se couchait lentement sur les toits de Ouagadougou, jetant des lueurs d'or sur les façades rouges du palais présidentiel. Ce soir-là, dans le plus grand secret, un convoi discret pénétrait dans l'enceinte du gouvernement burkinabé. À son bord, une délégation venue de Téhéran. Aucun média ne fut informé, aucun drapeau ne fut hissé. Et pourtant, ce jour allait marquer un tournant historique dans les relations sud-sud du XXIe siècle. Ils étaient 6. Pas des diplomates en costume, mais des hommes et des femmes en tenue simple, au regard déterminé. En tête, le professeur Reza Moradi, spécialiste de la résistance économique, conseiller technique du ministère iranien de la coopération internationale. À ses côtés, une agronome, un ingénieur en énergie solaire, un expert en médecine traditionnelle, un sociologue et un imam progressiste formé à Qom mais engagé dans le dialogue interreligieux. Le capitaine Ibrahim Traoré, vêtu de son habit militaire traditionnel, les accueillit avec chaleur. Ici, vous n'êtes pas des invités. Vous êtes des frères venus d'un autre front de la même bataille, celle pour la dignité. Le ton était donné. Ce n'était pas une visite protocolaire. C'était une rencontre de conscience éveillée. Durant les jours suivants, les discussions furent intenses, profondes, sans filtre. Il ne s'agissait pas seulement d'échanger des biens ou des services, mais des visions du monde. Le professeur Moradi exposa la stratégie de développement iranienne sous sanction, produire localement, recycler l'intelligence nationale, s'appuyer sur les ressources spirituelles du peuple. Traoré écoutait, notait, questionnait. Il comprenait que malgré les différences culturelles et religieuses, les deux nations partageaient le même instinct, refuser l'humiliation et bâtir un avenir libre. Les membres du gouvernement burkinabé furent d'abord sceptiques. Beaucoup avaient été formés à Paris, à Bruxelles ou à Washington. Pour eux, coopérer avec l'Iran, ce pays, isolé, et dangereux, selon les récits occidentaux, semblait risqué, voire suicidaire. Mais Traoré leur répondit avec fermeté. Est-ce que ceux qui nous ont formés ont sauvé nos écoles rurales? Ont-ils réparé nos routes, nos puits, nos hôpitaux? Ont-ils empêché le pillage de notre or, de notre coton? Ce que l'Iran nous propose, ce n'est pas une tutelle. C'est un partage entre égaux. C'est cela, le vrai partenariat. Ce discours fit mouche. Peu à peu, les cœurs et les esprits s'ouvrirent. Un projet pilote fut lancé dans la région du Centre-Nord, où les attaques terroristes avaient désorganisé toute activité agricole. Des techniciens iraniens apportèrent un système d'irrigation au goutte-à-goutte, conçu à partir de matériaux recyclés. En 3 mois, les récoltes repartirent, et les paysans redécouvrirent l'autonomie. La coopération se formalisa dans un document sobre mais puissant, la déclaration de Ouagadougou sur la coopération des peuples résistants. Elle ne parlait pas de commerce, mais de solidarité. Elle énonçait des principes. 1. Souveraineté économique par la production locale. 2. Partage des technologies non brevetées. 3. Respect des cultures et des croyances. 4. Refus commun de l'impérialisme sous toutes ses formes. 5. Échange de jeunes chercheurs et d'ingénieurs. Ce document, bien que signé sans caméra, fit le tour des chancelleries occidentales. À Paris, Washington et Tel Aviv, l'alarme fut donnée. On craignait que cette alliance ne devienne un modèle pour d'autres pays africains lassés de la dépendance. Des médias lancèrent alors une campagne féroce, le Burkina serait en train de tomber dans les bras d'un régime obscurantiste, selon leurs termes. Mais Traoré, fidèle à sa ligne, répliqua lors d'un discours télévisé. Ceux qui nous traitent d'obscurantistes sont ceux qui ferment les yeux sur nos souffrances. Le vrai obscurantisme,
c'est de croire qu'un continent comme l'Afrique ne peut se relever que par la charité de ceux qui l'ont asservi. Cette nouvelle politique étrangère, audacieuse et dérangeante pour les puissances établies, faisait écho à une autre époque, celle du président Thomas Sankara. Lui aussi avait osé défier le FMI, refuser l'aide conditionnée, et proposer une Afrique debout. Traoré se considérait comme son héritier. Mais là où Sankara avait été seul, isolé, Traoré voulait créer des alliances internationales. L'Iran n'était qu'un début. Il contacta aussi le Venezuela, la Bolivie, Cuba, le Zimbabwe, et même des mouvements panafricains en Europe. Il bâtissait un réseau des insoumis, une toile de solidarité mondiale entre peuples opprimés. Et ce n'était pas qu'un projet politique. C'était une vision spirituelle. Dans une mosquée de Ouagadougou, il déclara un vendredi. L'islam, le vrai, nous enseigne que résister à l'oppression est une forme de foi. Soutenir l'Iran, c'est pour nous soutenir une nation musulmane qui défend son droit d'exister librement. Cette déclaration fit le tour des réseaux sociaux. Les soutiens affluèrent, mais aussi les menaces. Des pressions diplomatiques, des tentatives de sabotage, des attaques contre des convois humanitaires, rien ne fut épargné au Burkina Faso. Malgré les pressions, l'aide iranienne se poursuivit. À Ouagadougou, un centre de formation en médecine islamique fut ouvert. À Banfora, une unité de fabrication de bioplastique basée sur une technologie iranienne permit de remplacer les emballages importés. Dans le domaine de la sécurité, des experts iraniens formèrent des ingénieurs burkinabés à la fabrication de drones de surveillance pour protéger les routes et les villages. Mais l'élément le plus marquant fut la construction du Centre Al-Mustafa pour la recherche et la spiritualité africaine, un institut mixte où philosophes burkinabés, théologiens iraniens, et chercheurs de toute l'Afrique venaient débattre des voies vers une souveraineté durable. Dans ce nouvel élan de coopération, le Burkina Faso ne se voyait plus comme un pays assisté, mais comme un acteur. Et l'Iran, au lieu d'être vu comme un pays isolé, devenait un allié stratégique du renouveau africain. Ainsi naquit l'Alliance des Justes, fruit de la générosité, du courage, et de la conviction que deux peuples blessés pouvaient, en se tendant la main, bâtir un monde où la dignité ne se négociait pas. Le Sahel, ce vaste désert qui s'étend du Sénégal jusqu'au Soudan, est une terre rude et implacable. Un paysage de dunes et de terre craquelées par la sécheresse, où les hommes luttent chaque jour pour tirer de la vie l'essentiel. Pourtant, au milieu de cet environnement hostile, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré et avec l'appui de ses alliés iraniens, une métamorphose commençait à se dessiner, silencieuse mais profonde. Le Burkina Faso, comme une grande partie de la région sahélienne, était dépendant de sources d'énergie précaires et coûteuses. L'électricité, quand elle existait, était intermittente, et les groupes électrogènes polluaient les villages. Traoré avait fait de l'indépendance énergétique un pilier de son projet national. C'est dans ce contexte que les ingénieurs iraniens proposèrent d'implanter des systèmes de panneaux solaires adaptés aux conditions sahéliennes. Mais ce ne fut pas une simple installation de panneaux venus d'ailleurs. Non. Grâce à une technologie iranienne de pointe, modulable et conçue pour résister à la poussière et à la chaleur extrême, ces panneaux étaient fabriqués localement dans des ateliers créés à Ouagadougou, avec des matériaux recyclés. Cette approche innovante permit de créer de l'emploi, de développer un savoir-faire et surtout, de rendre les villages autonomes. Dans le village de Koudougou, à plus de 100 km de la capitale, l'installation d'un micro-réseau solaire permit à des dizaines de foyers d'avoir de la lumière chaque soir. Avant cela, il fallait faire plusieurs kilomètres à pied pour chercher de l'huile pour la lampe à kérosène, dangereuse et coûteuse. L'impact fut immédiat, les enfants purent étudier le soir, les femmes se sentirent en sécurité, et les petites activités artisanales purent se développer. L'agriculture sahélienne avait été depuis toujours un défi, mais avec le changement climatique, les sécheresses devenaient plus fréquentes et violentes. Traoré et son équipe savaient qu'il fallait absolument changer les méthodes traditionnelles. C'est là que l'expertise iranienne fit merveille. L'agronome iranienne, Leila Azadi, avait travaillé plusieurs années dans les déserts du Khouzestan et du Baloutchistan. Elle connaissait les techniques ancestrales de culture sous serre, les systèmes d'irrigation au goutte à goutte, et les plantes résistantes à la sécheresse. Avec ses collègues burkinabés, elle adapta ces techniques au sol sahélien. Un projet pilote fut lancé à Dori, dans la région du Sahel. Des parcelles cultivées avec de petites serres solaires et irriguées par un système goutte à goutte alimenté par énergie solaire permirent de tripler les récoltes de mil, de sorgho et de niébé en une seule saison. Les agriculteurs, d'abord sceptiques, virent leurs silos se remplir et leur vie s'améliorer. Mais ce n'était pas seulement une affaire de technique.
Leila insista pour que chaque village organise des comités de gestion collective, inspirés des structures de gestion iraniennes, afin que la production soit équitablement répartie et que les surplus servent à financer des écoles ou des centres de santé. Le système de santé sahélien était en crise, pénurie de médicaments, hôpitaux surchargés, personnel médical insuffisant. Là encore, la collaboration avec l'Iran ouvrit de nouvelles perspectives. Les médecins iraniens apportèrent des savoirs issus de la médecine traditionnelle persane, alliés à la phytothérapie africaine. Ils introduisirent des traitements naturels contre des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, maladies en forte progression dans la région. Par exemple, dans la ville de Kaya, un centre de santé mixte fut ouvert, personnel médical local et experts iraniens y travaillaient côte à côte. Les patients bénéficiaient de consultations combinant diagnostic moderne et traitement par plante. Le centre devint rapidement un modèle, attirant même des patients venus d'autres régions. Parallèlement, des formations furent organisées pour former les infirmiers et les guérisseurs traditionnels aux méthodes de diagnostic et d'hygiène, créant un pont entre savoirs anciens et innovation. Ibrahim Traoré savait que sans éducation, les progrès resteraient fragiles. C'est pourquoi, avec le soutien iranien, il lança un vaste programme d'éducation rurale. Des écoles furent équipées de tablettes solaires contenant des contenus pédagogiques bilingues, en français et en langue locale. Les jeunes burkinabés eurent accès à des cours de mathématiques, de sciences, mais aussi d'histoire commune aux peuples d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans ces écoles, des professeurs iraniens firent plusieurs missions pour enseigner des matières comme la robotique, l'agriculture durable ou la philosophie. Des échanges furent aussi organisés pour que les meilleurs élèves puissent aller étudier en Iran, et réciproquement. L'objectif était clair, créer une génération nouvelle, consciente de son identité mais aussi ouverte sur le monde, capable d'innover sans renier ses racines. Ces projets eurent un impact social énorme. La solidarité entre les villages se renforça, les jeunes furent motivés, et les femmes prirent une place nouvelle dans la société, notamment dans la gestion des ressources hydriques et agricoles. Dans les rues de Ouagadougou, on entendait désormais des slogans comme « Avec l'Iran, nous semons l'espoir ». Mais cette réussite ne fut pas sans résistance. Certains élites traditionnelles voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle émancipation. Des tentatives de sabotage furent organisées, des rumeurs propagées. Mais Traoré, avec sa détermination légendaire, calma les tensions en multipliant les dialogues et en renforçant la transparence. Le Burkina Faso devenait un modèle. D'autres pays sahéliens, puis d'Afrique de l'Ouest, commencèrent à demander à bénéficier des technologies iraniennes adaptées. Un réseau régional de coopération fut créé, s'appuyant sur la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire. Dans un discours vibrant, le capitaine Traoré proclamait : Nous ne voulons plus être la poubelle du monde, ni les éternels assistés. Nous sommes un peuple fier, capable de faire pousser des graines dans le désert, et de faire fleurir la dignité. Le Sahel, ce désert que beaucoup voyaient comme une terre condamnée, devenait le symbole d'une renaissance. Grâce à la générosité iranienne, alliée à la volonté inébranlable du capitaine Traoré, une nouvelle ère s'ouvrait. Une ère où la coopération, la science, et la tradition se mêlaient pour bâtir un avenir plus juste. Une ère où les graines semées dans le désert porteraient bientôt des fruits abondants pour toute l'Afrique. Le vent chaud du Sahel portait avec lui plus que des grains de sable, il soufflait un vent nouveau, celui de la révolte, de l'espoir, et de la solidarité entre peuples longtemps divisés et opprimés. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, une vision claire s'était imposée, il ne suffisait plus de résister isolément, chaque nation devait s'unir pour défendre sa souveraineté, son développement et son identité. En 2026, lors d'une rencontre secrète tenue à Ouagadougou, les représentants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Guinée se réunirent autour d'une même table. Chacun portait les cicatrices de l'ingérence étrangère, de la guerre asymétrique et des crises économiques récurrentes. Le capitaine Traoré ouvrit la séance d'une voix ferme mais empreinte d'émotion. Nous sommes les fils et filles d'un même continent, tous victimes des mêmes chaînes invisibles. Il est temps de briser ces liens qui nous entravent en bâtissant une alliance solide, fondée sur la coopération et le respect mutuel. Les discussions furent longues et passionnées. Chaque délégation exposa ses difficultés, insécurité, pauvreté, corruption, dépendance à l'aide étrangère. Mais tous s'accordèrent sur une chose, seul un front uni pourrait inverser la tendance. L'idée d'une Union sahélienne des peuples libres, USPL, prit forme. Une organisation non seulement politique, mais aussi économique, sociale et militaire, capable de coordonner les efforts et de défendre les intérêts communs. Cette union fut fortement inspirée par la manière dont l'Iran avait su, malgré les sanctions et l'isolement,
bâtir une résilience nationale exemplaire. Le capitaine Traoré s'appuya sur les conseils des experts iraniens pour concevoir une charte fondatrice basée sur la souveraineté alimentaire par la coopération agricole, le développement technologique autonome via la recherche commune, la défense coordonnée des frontières et la lutte contre le terrorisme, l'éducation et la culture comme piliers du renouveau, le refus de toute ingérence extérieure sous forme d'ingérence militaire, économique ou culturelle. Cette charte fut signée en grande pompe à Ouagadougou, sous l'œil vigilant de représentants iraniens venus soutenir cette initiative, symbole fort d'un Sud qui se lève. Un des premiers projets concrets de l'USPL fut la création d'une banque sahélienne d'investissement et de développement, BSID. Fini la dépendance au FMI et à la Banque mondiale, jugée instrument de domination néocoloniale. La BSID allait financer directement les projets d'infrastructure, d'éducation, de santé et d'énergie sur la base des priorités nationales. L'Iran participa activement à la formation du personnel bancaire et au transfert des technologies financières innovantes, notamment dans le domaine de la finance islamique et solidaire, favorisant ainsi l'inclusion sociale. La banque devint rapidement un moteur économique, capable d'attirer les investissements des diasporas, des entrepreneurs locaux et d'autres nations du Sud en quête d'alternatives. Face à l'irrégularité de l'électricité et à la fragilité des réseaux, l'USPL lança un ambitieux programme d'interconnexion énergétique. S'inspirant du modèle iranien d'énergie renouvelable, le réseau sahélien relia des centrales solaires, des mini-centrales hydroélectriques et des unités éoliennes dispersées sur le territoire. L'objectif était double, fournir une énergie propre, accessible et fiable, et réduire la dépendance aux énergies fossiles importées. Les équipes mixtes burkinabées et iraniennes développèrent des micro-réseaux intelligents, capables de s'adapter aux besoins locaux et de fonctionner de manière autonome en cas de coupure. L'USPL ne pouvait ignorer la menace terroriste qui gangrénait la région. Plutôt que de laisser les puissances étrangères imposer leur stratégie, souvent inefficace et destructrice, l'Alliance développa une approche communautaire et intégrée. Avec le soutien des forces spéciales iraniennes, des unités de défense civile furent formées, composées de jeunes locaux sensibilisés à la protection de leur village et de leur culture. Ces unités mirent en place des systèmes de renseignement et de surveillance adaptés, combinant drones, réseaux humains et analyses géopolitiques. Cette démarche permit de réduire considérablement les attaques, et surtout, de restaurer la confiance entre population et autorités. Le succès de l'USPL attira l'attention des autres pays africains. Des délégations vinrent observer, apprendre, et parfois s'inspirer. Traoré fut invité à des sommets panafricains où il plaida pour un élargissement de l'Alliance. Sa vision d'une Afrique unie et forte, capable de dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances mondiales, galvanisa de nombreux dirigeants et mouvements populaires. Bien sûr, cette montée en puissance ne fut pas sans opposition. Des puissances extérieures virent d'un très mauvais œil cette coopération sud-sud grandissante. Des campagnes de déstabilisation furent orchestrées, mêlant désinformation, coups d'État manqués, pressions économiques et sanctions ciblées. Mais la solidarité entre les membres de l'USPL, renforcée par l'appui constant iranien, permit de faire face à ces défis. Dans les rues de Ouagadougou, des affiches proclamaient « Ensemble, nous sommes invincibles ». Le capitaine Traoré, devenu l'un des symboles de cette union, multipliait les appels à la paix, à la justice et à l'autonomie. À mesure que l'USPL avançait, les contours d'une Afrique libre et fière prenaient forme. Les premiers succès dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la sécurité et de l'économie démontraient que la coopération réelle entre peuples pouvait changer le cours de l'histoire. Traoré et ses alliés regardaient désormais vers l'avenir avec confiance. Ils savaient que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais ils étaient prêts. Car ils portaient avec eux la flamme des peuples résistants, un flambeau que nul ne pourrait éteindre. À mesure que l'union des résistants prenait de l'ampleur, le capitaine Ibrahim Traoré comprit que cette alliance devait se structurer davantage pour affronter les défis du XXIe siècle. L'Afrique sahélienne, riche de ses peuples et de ses ressources, ne pouvait plus se contenter d'une simple coalition. Il fallait un pacte solide, un contrat d'engagement réciproque fondé sur la souveraineté, la solidarité et le développement durable. L'idée du pacte du Sahel fut lancée lors d'une rencontre exceptionnelle tenue à Ouagadougou en novembre 2028, réunissant les chefs d'État et représentants des pays membres de l'Union sahélienne des peuples libres, USPL. En présence d'une délégation iranienne menée par le ministre de la Science et de la Technologie, la signature de ce pacte marqua une étape décisive. Le pacte définissait des objectifs clairs et ambitieux. L'autonomie alimentaire, encourager une agriculture adaptée aux réalités climatiques, basée sur l'échange de semences locales et de savoirs agronomiques.
La souveraineté énergétique, déployer un réseau intégré d'énergie renouvelable, résilient et accessible à toutes les populations. La recherche et l'innovation, créer des pôles technologiques et universitaires pour former les jeunes et inventer des solutions adaptées aux besoins régionaux. La défense commune, mettre en place une force régionale coordonnée, respectueuse des droits humains, pour protéger les populations et assurer la sécurité. La gouvernance participative, renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne via des plateformes numériques. L'Iran, partenaire stratégique et inspirateur, joua un rôle crucial dans la définition et la mise en œuvre du pacte. Avec son expérience de résilience sous sanctions, son expertise en technologie durable, et son modèle de gouvernance alternative, le pays apporta un soutien technique et moral sans faille. Les échanges entre universités iraniennes et africaines se multiplièrent. Des laboratoires mixtes furent créés à Ouagadougou et Téhéran, axés sur l'agriculture durable, la médecine traditionnelle et les technologies de l'information. Ces centres formèrent des milliers d'ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs. Sous la houlette du capitaine Traoré, fut lancé le projet phare, le Sahel autonome. Ce vaste programme comprenait plusieurs volets. Université panafricaine du Sahel, un campus international accueillant étudiants, professeurs et chercheurs de toute l'Afrique et d'ailleurs. Cette université fut pensée pour devenir un creuset d'idées, un lieu d'émancipation intellectuelle. Banque sahélienne d'investissement et de développement, BSID, institution financière indépendante, elle finançait les projets locaux sans conditions extérieures, favorisant les PME et l'économie sociale. Réseau énergétique intégré, un système intelligent combinant solaire, éolien, hydroélectricité, capable de fournir une énergie stable et abordable. Plateforme numérique de gouvernance, permettant aux citoyens de suivre les projets publics, de signaler les abus et de participer aux décisions locales. Ce projet fut accueilli avec enthousiasme par la jeunesse sahélienne, avide de changement et de perspectives. Loin d'être acceptée par les anciennes puissances, cette autonomie naissante fut perçue comme une menace. Des sanctions économiques ciblées, des tentatives de déstabilisation, des campagnes médiatiques diffamatoires furent déployées pour freiner le mouvement. Mais la solidarité entre les membres du pacte et le soutien iranien permirent de contrer ces attaques. Des systèmes de troc et d'échange hors dollars furent développés, assurant la continuité des échanges commerciaux. Les initiatives citoyennes, relayées par les réseaux sociaux indépendants, renforcèrent la mobilisation populaire. Le succès du pacte du Sahel attira l'attention des autres régions africaines. Plusieurs pays commencèrent à manifester leur intérêt pour rejoindre ou créer des alliances similaires. Des dialogues s'ouvrirent avec des nations de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, et même avec certains pays d'Amérique latine. Pour Ibrahim Traoré, ce pacte représentait bien plus qu'un accord politique, c'était l'incarnation d'un nouveau souffle pour un continent longtemps humilié, mais aujourd'hui debout, fier, et capable de tracer sa propre voie. Lors d'un discours historique au Parlement de Ouagadougou, le capitaine Traoré déclara : « Ce pacte est le fruit de nos luttes, de notre unité, et de notre foi en un avenir meilleur. Il est la promesse que nous faisons à nos enfants, celle d'un Sahel libre, solidaire et prospère. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire, où la générosité et l'engagement ne sont pas de vains mots, mais des actes concrets. » Le pacte du Sahel ouvrait ainsi une ère nouvelle, fondée sur la coopération réelle, l'émancipation et la justice. Il était la preuve que, même face aux défis les plus lourds, la volonté des peuples et leur générosité pouvaient changer le monde. Alors que le Sahel vibrait au rythme du renouveau, porté par la force de l'union et la générosité de ses alliés, une ombre menaçante se profilait à l'horizon. L'histoire enseignait que toute révolution, toute tentative d'émancipation, devait affronter ses propres démons. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette vérité allait s'incarner dans une série d'épreuves d'une rare intensité. Les forces obscures, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires, ne pouvaient tolérer que le Sahel échappe à leur contrôle. La montée en puissance de l'Union sahélienne des peuples libres et le pacte du Sahel suscitaient une inquiétude grandissante dans les chancelleries occidentales et certains cercles régionaux. Dès 2029, une campagne de désinformation massive fut lancée. Médias, réseaux sociaux, et même certains acteurs locaux furent utilisés pour semer la division. Des rumeurs sur la corruption interne, la manipulation étrangère, iranienne, et l'obscurantisme religieux, circulaient avec insistance. Mais Traoré, homme de conviction profonde, ne se laissa pas déstabiliser. Il organisa des conférences ouvertes, invita la presse indépendante, et surtout, multiplia les échanges avec la population. Sa transparence et sa proximité avec le peuple devinrent ses meilleures armes contre cette guerre psychologique. Les groupes terroristes,
affaiblis mais toujours présents, redoublèrent d'efforts pour saper la paix fragile. Plusieurs attaques meurtrières furent perpétrées dans des villages proches des frontières, cherchant à provoquer la peur et la méfiance entre communautés. Mais la force de l'union des résistants résida dans sa capacité à répondre collectivement. Des forces spéciales coordonnées, formées avec l'aide iranienne, mirent en place des opérations de surveillance et de neutralisation efficaces. Plus encore, des programmes de réconciliation intercommunautaire furent instaurés pour apaiser les tensions. Traoré insista toujours sur la nécessité d'un dialogue inclusif, convaincu que seule une unité solide pouvait contrer la violence. Malgré les progrès, le chemin vers une autonomie complète était semé d'embûches. La dépendance technologique, les fluctuations des marchés mondiaux, et les pressions économiques externes limitaient les capacités d'investissement. Le capitaine Traoré fit face à ces défis avec pragmatisme. Il impulsa des politiques d'innovation locale, encouragea la formation technique et soutint l'entrepreneuriat social. Le soutien iranien dans le transfert de technologie et la formation fut un levier crucial. La Banque sahélienne d'investissement et de développement, bien que confrontée à des attaques financières, se renforça grâce à une gouvernance rigoureuse et à la mobilisation citoyenne. Un autre défi majeur fut celui de l'identité. Entre modernité et tradition, entre influences multiples, certains groupes s'inquiétaient de voir leur culture diluée. Traoré répondit par une politique inclusive et respectueuse des différences. Il promut les langues locales, soutint les arts traditionnels, et favorisa un dialogue interculturel à travers des festivals, des conférences et des programmes éducatifs. Cette approche permit de créer un sentiment d'appartenance fort, fondé non pas sur l'exclusion, mais sur la richesse de la diversité. Tout au long de ces épreuves, la coopération avec l'Iran demeura un pilier essentiel. Au-delà du matériel et des formations, c'était une véritable fraternité qui s'était tissée entre les peuples. Les échanges culturels, les visites réciproques, et les projets conjoints renforcèrent ce lien. Traoré considérait cette alliance non seulement comme stratégique, mais comme un témoignage de la générosité humaine face aux défis du monde. Malgré les ombres, la lumière persistait. Les villages retrouvaient leur autonomie énergétique, les écoles accueillaient des enfants curieux, les marchés regorgeaient de produits locaux, et l'union grandissait en influence et en respect. Dans un discours à la jeunesse sahélienne, le capitaine lança: « Nous sommes le flambeau de la résistance, la voix de ceux qu'on voulait réduire au silence. Les défis sont nombreux, mais notre volonté est plus grande. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la dignité triomphe. » Le Sahel, berceau de civilisation millénaire, avait traversé tant d'épreuves. Mais dans les yeux de ses enfants, brillait désormais une lumière nouvelle, portée par un homme au courage et à la générosité hors du commun, le capitaine Ibrahim Traoré. Sa vie et son action étaient devenus un exemple pour toute une génération, un flambeau que personne ne pourrait éteindre. Ce qui distinguait Ibrahim Traoré n'était pas seulement sa capacité à diriger, mais surtout son authenticité et sa proximité avec les populations. Jamais il ne reniait ses origines modestes. Souvent, on le voyait marcher dans les marchés de Ouagadougou, discuter avec les vendeuses de fruits, écouter les préoccupations des anciens. Sa générosité n'était pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Il partageait ses ressources, aidait à financer des écoles, des centres de santé, et soutenait les initiatives des jeunes. Dans un monde où les dirigeants se barricadent souvent derrière des murs, lui brisait les barrières. Cette simplicité, combinée à une vision claire, fit de lui un symbole d'espoir et de résistance. Sur la scène internationale, Traoré fut un artisan infatigable du dialogue et de la paix. Fidèle à son alliance avec l'Iran, il multiplia les visites, les rencontres, et les partenariats avec d'autres nations du Sud. Il prônait une diplomatie fondée sur le respect mutuel, la coopération, et le refus de la domination. Pour lui, chaque pays, aussi petit soit-il, avait sa place et sa voix. Lors d'un sommet des pays non alignés à Téhéran, il déclara: « Notre force réside dans notre unité, notre diversité, et notre capacité à nous soutenir sans condition. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire mondiale, loin des jeux de pouvoir destructeurs. » Conscient que l'avenir reposait sur les épaules des jeunes, Traoré fit de l'éducation une priorité absolue. Grâce au réseau universitaire panafricain, des milliers d'étudiants purent accéder à des formations innovantes, mêlant savoir traditionnel et technologie moderne. Il visita régulièrement ces institutions, encourageant les étudiants à rêver grand, à inventer, et à bâtir un Sahel autonome et prospère. Sous son leadership, les projets lancés dans les chapitres précédents se consolidèrent. Le réseau énergétique s'étendit, les productions agricoles prospérèrent, et la sécurité fut renforcée.
plusieurs organisations internationales commencèrent à reconnaître le succès du modèle burkinabé, inspiré de la coopération Sud-Sud. Des invitations à partager cette expérience furent adressées à Traoré dans plusieurs conférences mondiales. Au-delà des grands projets, le capitaine ne perdit jamais de vue les plus vulnérables. Il lança des programmes d'aide pour les femmes, les enfants des rues, et les populations déplacées par les conflits. Il défendit également l'accès à l'eau potable, la lutte contre la malnutrition, et la protection de l'environnement. Pour lui, la justice sociale était indissociable de la souveraineté. La trajectoire d'Ibrahim Traoré inspira d'autres leaders africains à repenser leur stratégie. Son alliance avec l'Iran montra qu'une coopération basée sur le respect et la solidarité pouvait contourner les anciennes dépendances. Il devint une figure emblématique du panafricanisme renouvelé, mêlant tradition, modernité et engagement. Le flambeau du Sahel, porté par Ibrahim Traoré, illumine désormais un chemin d'émancipation et de dignité. Sa générosité, son courage, et sa vision continuent d'inspirer, prouvant qu'un homme, quand il s'engage avec cœur, peut transformer le destin d'un peuple. Des années s'étaient écoulées depuis que le capitaine Ibrahim Traoré avait pris la tête du Burkina Faso et insufflé un vent nouveau sur tout le Sahel. Le paysage avait changé, les routes étaient réparées, les villages électrifiés, les enfants scolarisés, les marchés vivants. Mais plus que cela, c'était dans les cœurs que la transformation s'était opérée. Les peuples sahéliens, longtemps marginalisés et fragilisés par la pauvreté, les conflits, et l'oubli, s'étaient redressés avec fierté. Leur unité forgeait une force nouvelle, imprégnée de l'héritage ancestral mais tournée vers le futur. Ibrahim Traoré avait su incarner cette ambition, un homme humble et généreux, au courage à toute épreuve, qui avait refusé la fatalité. Sa relation profonde avec l'Iran avait montré qu'au-delà des différences culturelles, la solidarité sincère pouvait changer le destin. Au-delà des frontières africaines, son parcours et sa vision inspirèrent des mouvements similaires sur d'autres continents, chez ceux qui luttaient pour la souveraineté, la justice et la dignité. Les conférences internationales où il intervenait suscitaient désormais un grand respect. Son message était clair. La vraie force d'un peuple, ce n'est pas la puissance militaire ni la richesse matérielle, mais la générosité, l'engagement, et la capacité à s'unir face à l'adversité. Le capitaine savait que son combat ne serait jamais totalement achevé. La flamme qu'il portait devait être transmise aux générations futures, pour qu'elles poursuivent ce chemin vers la liberté et la prospérité. Il investit dans la formation des jeunes leaders, dans l'éducation des filles, dans la promotion des cultures locales. Il insista sur la nécessité de garder un esprit critique, ouvert et solidaire. Ainsi s'achève cette histoire, mais elle n'est que le début d'une aventure plus vaste. Car chaque grain de sable du Sahel porte en lui la promesse d'un renouveau, d'un monde où la dignité humaine triomphe des oppressions. Le capitaine Ibrahim Traoré, par sa générosité et son engagement, a allumé une étincelle qui continuera à briller, éclairant les pas de ceux qui osent rêver et agir.